fleuve qui est plutôt calme d'ordinaire, sauf quand il y a de gros orages dans les Cévennes. À ce moment-là, il gonfle de façon spectaculaire. Chez nous, on appelle ça une Vidorade, une grande crue du Vidor. On lui a donné un nom, c'est assez récurrent. Le Vidor est un des plus petits fleuves de France. Il fait à peine 95 km. Il fait partie des fleuves qui vont déborder le plus fréquemment. Il a un débit d'eau moyen de 7 mètres cubes seconde. Il pourra atteindre 2600 mètres cubes en l'espace de quelques heures. C'est très dévastateur. Ça me porte tout sur son passage. Donc grâce à ces portes, il y en a une de chaque côté à l'endroit où le Vidor croise le canal du Rhône à 7. Eh bien, nous ne sommes plus inondés. Ça n'empêche pas malheureusement Sommières, qui est un peu plus loin, d'être inondée très régulièrement. Alors ici on est sur la dérivation, vous voyez, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde aussi que le canal d'origine. La dérivation qui a été creusée il y a une trentaine d'années. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est vrai de moins en moins fréquemment malheureusement, puisque sur une péniche on peut mettre l'équivalent de 50 camions, donc beaucoup moins de pollution, mais c'est comme ça, il y a de moins en moins de péniches qui naviguent. On fait des carottes et des pommes de terre des sables. Et bien sûr, donc, comme produit du vin. Grosse production agricole de la région, il y a une pénurie alimentaire. Et le maire de Nîmes avait eu pour idée de faire venir des colonies, c'est-à-dire d'Indochine, des gens qui nous ont appris la culture intensive du riz. Donc, vous voyez donc des chevaux aussi sur votre gauche, dans le marais. Ils vivent en semi-liberté, on peut en voir un peu partout. Un élevage de chevaux, une manade de chevaux. Alors, donc on produit du riz donc, sur 2 départements, le Gard et les Bouches-du-Rhône, sur une vingtaine de communes entre Saint-Gilles et les Saintes, Marie de la Mer. Alors contrairement à l'Asie, on ne plante pas de petits brins de riz. En Asie, ils font plusieurs récoltes. Donc ils font germer et repiquer. Nous, on n'en fait que d'un. Ça a été semé là, il y a pas longtemps, au mois de mai. Et ça sera récolté en septembre avec une moissonneuse batteuse. C'est assimilé à une céréale. La seule différence, c'est que dans les rizières, les moissonneuses, elles sont équipées de chenilles à la place des roues pour éviter les ensablements. Regardez, vous avez un petit poulet encore sur votre droite. On fait des toits, des cabanes de gardien, on fait des paillassons, on fait des canisses pour se protéger du soleil. On en exporte aussi beaucoup alors dans le nord de la France, en Angleterre et en Hollande, pour faire les toits de chaume. C'est une grosse production. Ça s'appelle de la sagne parce que les gens qui les ramassaient à main nue. C'est toujours récolté de façon assez traditionnelle, ce sont des barges plates parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau quand même dans le marais. Et donc il les ramasse avec des sagnes, des petites faux qui sont conçues spécialement. Bien sûr aujourd'hui ils sont mieux équipés, ils ont des gants. Donc ça se traite sur Saint-Gilles. Il faut des vanneries aussi avec. Vous avez aussi quelques flamants roses sur le marais. Et juste devant, bien toujours sur votre gauche, on aperçoit la tour Carbonnière. La tour Carbonnière qui est avec la tour de Constance, un des 2 seuls monuments que Saint-Louis a vu de son vivant. Saint-Louis, quand il a créé cette cité d'Aigues-Mortes, il n'y avait que des marécages, même ici, puisque ça a été creusé il y a une trentaine d'années. Et pour que les gens puissent venir dans cette ville nouvelle qu'il venait de créer, il a fait faire une route. Et pour en protéger l'accès, il a fait faire cette tour. C'est une arche, on voit bien la route d'origine passer au milieu. On la verra mieux de l'autre côté du pont. Cette tour Carbonnière, donc, eh bien, permettait surveiller l'accès de cette route, le seul accès terrestre à la ville d'Aigues-Mortes pendant très très longtemps. Ça a été la seule route qui permettait d'arriver à Aigues-Mortes. On pouvait arriver par la mer, on pouvait arriver par ce qu'ils appelaient à l'époque la Roubine Royale, qui a été repris par le canal, donc qui a été recreusé par l'ancien canal du Rhône à Seine, qui longeait, il traversait le marais, traversait le marais, cette ancienne route, et elle longeait la Roubine pour aller jusqu'à Aigues-Mortes. Alors ils avaient mis des hommes en armes pour en protéger l'accès. Ils y avaient mis un châtelain, vu que c'était la seule route qui permettait de rentrer mais aussi de sortir d'Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, ce port florissant de Méditerranée, ce port qui faisait commerce avec l'Orient, le pourtour méditerranéen, mais il y avait aussi ici des collecteurs d'impôts. On était taxé bien sûr en arrivant avant la tour, on était taxé de la gabelle, la taxe sur le sel, ou bien de l'octroi, la taxe sur les marchandises, même une petite taxe de passage. Donc ici, il y avait des collecteurs d'impôts. Du haut de la tour Carbonnière, on voit très très bien la tour de Constance et vice versa. Et donc ça permettait aussi de prévenir en cas de danger. Donc on faisait de grands feux sur la tour, bien dans le marais, pour communiquer avec Aigues-Mortes.
donc ça laissait le temps de fermer ses portes, il y en a quand même 10. Donc pour communiquer aussi avec les villes et les villages avoisinants. Le canal du Midi, Béziers, Toulouse, Bordeaux, aller jusqu'à l'océan. Ce sont tous des réseaux de canaux et de fleuves qui permettent de traverser toute la France et même une partie de l'Europe avec ces grosses péniches. Le canal du Rhône, à lui seul, fait une centaine de kilomètres de long, un peu plus de 3 mètres de profondeur. Il avait été creusé sur un bras du Rhône déjà existant, et à l'époque ils avaient mis presque 100 ans pour creuser et endiguer 5 km de canaux. Il faut dire qu'il n'y avait pas de matériel qu'on a aujourd'hui, c'était surtout de la main d'œuvre. Il fait à peine 1,80 et encore au milieu. Et les péniches qu'on va y croiser ont toutes été transformées soit en habitation, soit en péniche hôtel. Alors, ce canal a été renommé le Bourgidou, c'est le Bourgidou donc qui va nous ramener jusqu'à Aigues-Mortes. Sainte-Marie Salomé, Sainte-Marie Jacobée, d'où le nom de Sainte-Marie de la Mer. Alors, vous avez deux pèlerinages au Saintes, le pèlerinage des Gitans. Il a eu lieu ce week-end, le 24 et le 25 mai. À cette occasion, on sort Sainte-Sarah de l'église, on va la parer de ses plus beaux habits, de ses plus beaux bijoux. Les Gitans, ils sont très croyants, ils font de très très belles offrandes aux Saintes, elles sont magnifiquement parées. C'est une procession, donc on l'accompagne en chantant donc jusqu'à la Méditerranée, on la bénit dans la Méditerranée. Le lendemain, c'est le tour de Marie Salomé, de Marie Jacobée d'être bénite. Et puis vous avez le pèlerinage des gardiens, il a lieu le 24 et le 25 mai. Gardiens au cavalier de Camargue. Ça clôt la saison des courses. La saison des courses, elle commence au rameau. Donc elle a commencé en avril et elle finira le 11 novembre avec un grand lâcher de taureaux sur les plages des Seines. Donc c'est le 11-11. Vous avez 11 manadiers qui vont emmener chacun 11 taureaux. Donc une bonne centaine de taureaux, plus de 5 taureaux qui vont courir sur les plages, avec bien plus de cavaliers tout autour. C'est très très joli à voir, les taureaux partout, les chevaux partout. Et ça finit toujours avec un gros apéro. C'est très sympa aussi. Là, on aperçoit la tour de Constance avec ses 33 mètres de haut. Alors, cet ancien canal du Rhône 7, ils avaient repris la Robine Royale, vous voyez, donc ils l'avaient faite très droite, la Robine Royale, pour faciliter le transport des pierres, donc des carrières de Beaucaire jusqu'à Aigues-Mortes. Donc, si vous regardez un devant, derrière, donc de la plus droite possible pour faciliter donc, le transport de ces pierres. On va perdre les branches du bas, il ne restera qu'une boule sur le haut, d'où le nom de pain parasol. C'est de ces pains parasols qu'on va tirer les pommes de pin qui donnent les pignons, enfin les tartes aux pignons, on met dans les salades aussi. C'est très très bon. Ce sont de tout petits fruits à coque. Alors déjà, il en faut beaucoup pour faire 1 kilo. Avant, il faut enlever toutes les coques. C'est plutôt coûteux, mais c'est très parfumé. Et c'est aussi à l'abri de ces arbres que vous allez entendre un des emblèmes de cette région. Nos cigales. Alors, les cigales, elles ont 2 cycles de vie. Elles vont vivre en tant que larves sous terre, donc 5-6 ans, et puis un été, elles sortiront de terre, leur corps va se transformer, elles vont grimper en haut des branches, et c'est Monsieur Cigale qui va chanter pour attirer les femelles. Alors bien sûr, il ne chante pas réellement. Il a une membrane qui s'appelle une cymbale qui ondule, qui émet un son qui se répercute dans la cage thoracique. C'est pour ça qu'on dit qu'il chante. En vérité, il cymbalise. Alors on dit ici aussi que Monsieur Cigale est le mâle le plus heureux du monde, puisque sa femelle est muette, qui n'est pas très gentille. Vous voyez une érosion très très importante sur les racines des arbres qui sont mises à nu. On en a passé un qui est tombé à l'eau cet hiver. La pinède disparaît petit à petit, que du sable, je vous ai dit, donc il y a une érosion qui est très importante. Vous avez le ruissellement de la pluie, vous avez donc le vent bien sûr qui fait enlever donc ce sable. Vous avez donc les oiseaux, on a des guépiers, chasseurs d'Afrique qui font des tout petits trous dans les berges.
berges, qui est le pan entier de ces berges qui tombent. Vous avez aussi les canards, les poules d'eau, les ragondins, sont des gros rongeurs qui vivent dans ces berges. Non, nos vitesses sont très limitées sur les canaux. Alors on est rarement contrôlé, c'est vrai, mais on a des limitations de vitesse sur les canaux. C'est en km/h. Donc c'est km/h, donc ici c'est 6 km/h, dans le port c'est 4 km/h, il n'y a que la dérivation qui est plus large et plus profonde, où on a le droit d'aller jusqu'à 10 km/h. Et après vous avez le canal maritime, celui qui mène à la mer, le premier qu'on a pris, lui il est en nœuds, c'est le seul, et c'est 3 nœuds, ça équivaut à 6 km/h. Et malgré ces 6 km/h, regardez donc la vague qui nous suit, est quand même assez importante, et donc à chaque fois on balaye la berge, donc petit à petit, l'érosion se fait. Alors, il y a aussi les marées, parce qu'on a des marées en Méditerranée, même si ce n'est pas folklorique, elles existent, elles varient de plusieurs dizaines de centimètres. Et comme on est au niveau de la mer, et bien quand la mer monte, l'eau peut rentrer dans les terres, l'eau salée peut rentrer dans les terres jusqu'à 20 km. Donc avant ça, les péniches n'avaient pas de moteur, elles étaient plus petites. Donc le but principal est le transport de marchandises, donc la place servait à ça. Le soir venu, on montait les animaux sur les péniches pour les soigner, pour les nourrir. Et donc il restait un tout petit espace de vide sur ces péniches pour le patrouiller et sa famille. Donc à partir du moment où on a mis les moteurs sur ces péniches, déjà elles sont devenues beaucoup plus grandes. Et la place aussi a servi pour l'appartement du batelier, donc beaucoup plus spacieux, beaucoup plus important, beaucoup plus luxueux, de le nom de Lux Motor. C'est tout premier modèle de péniche de luxe, tout premier modèle de péniche à avoir été équipé d'un moteur. Aïe aïe aïe, est-ce que tu veux te faire gronder? C'est interdit. L'ingénieur de Napoléon III qui a mis aux normes les écluses, qui les a gabarisées. Elle fait 38 mètres de long sur 5 mètres de large, sa péniche française. Donc, ça fait des habitations entre 100 à 150 mètres carrés habitables, quand même. Alors l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation. Après, il ne faut pas rêver, tout se paye. On va quand même payer une redevance à VNF, Voie Navigable de France, qui est proportionnelle à la taille du bateau. Donc plus le bateau est important, plus la taxe est élevée. Et il y a aussi un coût. L'eau du canal est en saumâtre. Il faut quand même penser à sortir ces bateaux plutôt régulièrement, puisque le sel va ronger le métal. Alors nous, transport de passagers, on sort tous les ans. C'est obligatoire, c'est une question de sécurité. Les péniches de marchandises, c'est tous les 5 ans. Péniche d'habitation, c'est tous les 10 ans. Mais plus vous mettez du temps à sortir votre péniche, plus les travaux seront longs et importants. Déjà la rouille qui attaque le métal. Alors là, c'est rien du tout, c'est que bon, il faut gratter et puis mettre un petit coup d'anti-fouling, de peinture spéciale. Mais donc, vous voyez, donc si on fait rien, au bout de 10 ans, à quoi ça peut ressembler après. Alors, aussi longtemps que vous payez la taxe à VNF, la place vous est attribuée. Donc, certains ont carrément aménagé de jardin dessus, devant. Regardez, il est magnifique ce jardin. La barge était déjà superbe. Donc, avec un magnifique jardin. Ils sont chez eux. C'est l'ancienne écluse d'Aigues-Mortes. C'est pas une écluse pour monter ou descendre le courant. Aigues-Mortes est au niveau de la mer, au niveau 0. Le point culminant à Aigues-Mortes, c'est 3 mètres. Je ne sais pas trop où il est d'ailleurs. Aigues-Mortes, on a même des altitudes négatives, puisque le marais est en dessous du niveau de la mer et que par endroits, ils ont construit sur d'anciens marais. Donc ça, c'est l'écluse qui va servir à stopper la remontée du sel. Je vous ai dit, le courant est arrivé ici très tardivement, en 1896, et donc, on avait fait ce barrage à sel pour pouvoir utiliser l'eau du Rhône pour les animaux, pour les plantations. On a essayé pour les hommes aussi, mais le Rhône n'est pas très bon à boire en fait. Et donc, cette ancienne écluse, avec l'arrivée de courant, de l'urbanisation, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas réellement utile. On en a fait un petit port de plaisance. Donc aujourd'hui, c'est l'écluse de Saint-Gilles qui va stopper la remontée du sel. On utilisera toujours l'eau du Rhône pour les rizières, par exemple. On l'utilise aussi donc pour l'eau du Baronne, ici, pour tout ce qui est arrosage public. Donc piscine sur le pôle supérieur. De l'autre côté, vous avez l'île Bourbon et l'électricité. Sur votre gauche, cette petite pénichette est une flûte de l'Ourcq, un canal sur Paris qui est assez étroit. Vous avez fait cette petite péniche pour pouvoir y naviguer. Alors, c'est une pièce de musée, il reste 3. Malheureusement, la nôtre, est un peu l'abandon, c'est un peu dommage.
De l'autre côté, vous avez une fraissinet en cours de transformation. Ça ressemble à ça à la base. Sur toutes les péniches, c'est à la même base. Vous avez toujours l'appartement puisqu'ils y vivent sur ces bateaux. Ils vont de port en port là où on a besoin d'eux. Donc pour le transport de marchandises. Ils ont même un bras qui permet donc de charger ou décharger le bateau, mais qui permet aussi de charger ou décharger la voiture. Donc qui vont poser donc à l'endroit où ils sont pour pouvoir se déplacer. L'appartement du batelier, donc il y a tout sur toutes les péniches, puisqu'ils y vivent. Puis donc le poste de pilotage qu'on appelle la timonerie. Et le reste, on met du sel, du sable, du charbon, des céréales, des graviers, du riz, du bois. Transformé ensuite en habitation. Donc ça vaut environ dans les 300 000 euros à peu près. Et il faut être bricoleur pour vivre sur une péniche. Voilà, vous avez l'île d'été sur votre droite. L'île d'été, elle a été vendue comme ça. Quand le nouveau propriétaire l'a amené au chantier naval, qu'ils ont gratté les algues et les coquillages, ils ont enlevé les morceaux de tôle en même temps. Si vous regardez la coque, il y a des numéros, il y a des endroits où c'est frotté, il y a des tout petits trous, mais il y a aussi des gros trous au niveau de l'appartement du batelier. Vous avez d'énormes trous, vous en avez dans tous les côtés. Donc cette péniche est encore réparable. Par contre, ça va lui coûter très très cher. Alors déjà, pour sortir un bateau de cette taille, le chantier naval assez grand, pour ça, c'est soit à 7, soit en Arles. C'est au minimum 1 500 euros pour le sortir. Ensuite, il va falloir payer à la journée. Donc, plus les travaux sont longs, plus ce sera important. Donc, c'est entre 150 et 300 euros la journée, le temps des travaux. Après, il va falloir trouver des ouvriers spécialisés pour découper la tôle, acheter des nouvelles tôles pour les changer, les ressouder. Sur celle-ci, donc, tout le fond est fichu, donc il va falloir changer tout le fond. Mais il est encore réparable. Mais par contre, ça va coûter très cher. Bien entendu, il est en procès avec l'ancien propriétaire. Sur votre gauche, cette petite pénichette rouge. Alors ça, c'est la plus vieille péniche de ce canal. Elle date de 1876. Elle est entièrement rivetée à chaud. Donc, comme la tour Eiffel, il n'y avait pas de soudure à l'époque, comme le pont qu'on a croisé tout à l'heure aussi. Il fallait découper des tôles, les façonner et les faire tenir les unes aux autres avec de tout petits rivets cette fois-ci, qui étaient chauffés et martelés pour leur donner la forme, donc cette péniche. Et surtout, donc, cette péniche n'avait pas de moteur. Elles étaient tirées soit à bras d'homme, soit par des animaux. Les péniches ont été équipées de moteurs entre les deux guerres. Vous voyez, donc, on a du mal à imaginer la superficie de ces péniches, mais c'est assez gros. Alors sur le péniche hôtel, ils les louent à la semaine. Donc ils vont de port en port, et partout où ils s'arrêtent. Donc hier, il y en avait 3, aujourd'hui, il n'y en a plus, voilà, pas de chance. Ils sont toutes parties au port suivant. En fait, du capitaine. Donc merci à tous, et puis... Charles de fumer et toi